bien, nous voici au dernier chapitre de ce roman, qui est le chapitre 39. Les mois, puis les années s'étaient enchaînées les unes aux autres. 1942, 43, puis 44. Le petit Philippe grandissait, espiègle et turbulent, tout comme son père. Comment cela s'était passé, nul ne le savait vraiment, mais au village, tout le monde avait peu à peu appris la nouvelle à peine incroyable. La fille de Beaugency avait été la maîtresse d'un officier allemand. Pour preuve, son fils. Pourtant, les commérages s'étaient pour l'heure arrêtés là. Nul ne souhaitait provoquer quelque colère puis représailles de la part de la commandante Tour. En effet, le général Haas, ancien supérieur du commandant Valdemar, avait en quelque sorte pris la famille de Beaugency sous son aile, lui assurant toute la sécurité requise. Alors, bizarrement écartelée entre la protection allemande et ses activités clandestines auprès de la résistance, Marie tentait tant bien que mal de poursuivre son existence, tout en protégeant sa famille et en élevant son fils. De temps à autre, telle une comète rare et fascinante, Sven apparaissait. Parfois, au milieu d'une nuit sans étoiles, une ombre se glissait dans sa chambre. Et comme, au sein d'un rêve, Marie retrouvait la force et la chaleur de ses bras. Puis, au petit jour, il disparaissait, et seul le rideau battant devant une fenêtre encore entrebâillée attestait de son passage. Parfois, alors que Marie pêchait et que le bébé, bien grandi à présent, pataugeait dans l'eau claire et peu profonde d'une petite plage de la Loire, sous l'œil attentif de Teufel, l'immense silhouette du Norvégien, comme jaillie de nulle part, se métamorphosait. Il lançait son fils au ciel, le faisant hurler de rire, embrasser Marie, comme si c'était la dernière fois. Puis, comme s'il n'avait jamais été là, il redisparaissait. La jeune fille avait appris à vivre avec cette absence et le danger omniprésent. Elle avait appris, parce qu'il l'avait fallu, à ne vivre plus qu'au présent, à refuser de voir au-delà de l'heure qu'elle vivait, à ne pas penser à ses lendemains qui peut-être n'existeraient jamais. Elle se refusait de penser au moment où elle attendrait enfin, parce que Sven s'était fait arrêter ou tuer comme tant de maquisards. Grâce à ses connaissances militaires et stratégiques, il était de tous les coups. Elle le savait, même si, dans une règle tacitement établie entre eux, ils ne discutaient jamais de leurs activités réciproques. Car Marie, elle aussi, et à sa manière, poursuivait le combat mené dans l'ombre par la résistance. Alors, elle continuait de délivrer des messages. C'était facile pour elle. Son visage candide de toute jeune maman était comme un gage de son honnêteté. Le danger était là, oui, mais elle devait le faire. 1944 fut là. Le petit Philippe fêta ses 2 ans. Sa ressemblance avec son père était de plus en plus criante. Sous ses boucles encore blondes, il arborait le regard bleu marine de sa mère. Mais, à n'en pas douter, il aurait la stature de son père. C'était un petit garçon têtu et courageux, curieux et volontiers casse-cou. Mais bon, comme le constatait volontiers Noémie en soupirant, après avoir récupéré pour la 10e fois le banc de sous un meuble, les chiens font pas les chats, n'est-ce pas? Léa, très au fait de son nouveau et intéressant rôle de tata, enfin, elle n'était plus la petite dernière de la famille, entraînait l'enfant dans une découverte fascinante du monde. Le trimballant sur son vélo, elle le faisait tressauter sur tous les chemins, le faisant hurler de bonheur. Elle lui faisait goûter la saveur âpre des premières mûres, découvrir la vie organisée des fourmis, qu'il est si drôle de désorganiser. Bref, tout un monde passionnant dont nul adulte n'avait idée. Le printemps arriva et l'espoir renaissait, cet espoir d'un avenir possible sans l'ombre d'une croix nazie. Oui, cet espoir-là palpitait malgré les nouvelles, des massacres comme celui de la destruction totale du maquis des Glières par les troupes allemandes, ou encore la bataille dramatique du Monte Cassino en Italie. Mais il y avait aussi ces nouvelles qu'il semblait commencer un changement, comme la mutinerie de la flotte grecque, ou encore la déclaration de l'armée rouge, prête à poursuivre l'ennemi jusque sur son territoire. Cependant, dans les milieux qui œuvraient dans l'ombre, on préparait une opération en murmurant que bientôt, très bientôt, les Alliés débarqueraient. Il fallait garder confiance, car oui, bientôt, très bientôt, les Allemands rentreraient chez eux. Marie n'osait croire, ni espérer, mais pourtant, ce soir-là, à la radio, elle entendit le discours si attendu, si inespéré du général de Gaulle. C'est la bataille de France, et c'est la bataille de la France. C'était le 6 juin. Ce soir-là, elle comprit qu'un futur pouvait exister.
Alors elle pleura, comme elle n'avait plus fait depuis le départ de son père pour l'Angleterre. L'opération Overlord, qui changea pour toujours le cœur de l'histoire, se déroula enfin et l'armée allemande, malgré une résistance héroïque, ne put que fuir. Paris fut enfin libéré par les blindés du général Leclerc. Partout, le Français se dressait contre l'ennemi et malgré les atrocités et les morts, la France se libérait. Après Paris, les forces alliées gagnèrent les provinces afin de venir faire flotter le drapeau tricolore sur la flèche de la cathédrale de Strasbourg, comme l'avait promis Leclerc. Mais on n'en était pas encore là. Sur les bords de la Loire, la Kommandantur s'était mystérieusement vidée. Les Allemands, encore cantonnés dans la région, avaient subitement disparu. Partis appuyer un front plus lointain, peut-être. Un matin, le petit village de Beaugency s'était réveillé libre. La nouvelle avait couru comme un feu de paille, et bientôt chaque villageois sortit de chez lui en chantant la Marseillaise, un drapeau tricolore à la main. Les cloches sonnèrent joyeusement, en écho tardif à celles de Paris. La liesse et le soulagement étaient presque palpables. Pourtant, peu à peu, les esprits s'échauffèrent, et comme cela s'était déjà vu, dans certaines villes, l'envie de vengeance s'infiltra et vint empoisonner ce jour tant espéré. Il fallait que les collabos payent pour leurs méfaits, ceux-là qui avaient commercé avec l'ennemi, ceux-là qui s'étaient enrichis au marché noir, celles-là qui avaient succombé au charme du plus fort. Alors, emplis d'un esprit de revanche et d'une justice immédiate, ils partirent en un groupe qui se gonflait davantage à chaque rue, interpellant ceux que leur vindicte leur désignait. Bousculés, conspués, ils étaient très vite affublés de panonceaux rageurs et sous les crachats et les coups exhibés de par les rues. Par malheur pour elle, Sophie de Beaugency, accompagnée de ses deux filles, s'était rendue chez le médecin afin de renouveler un vaccin pour le petit Philippe. La foule, ivre de sang, se jeta à la tête des chevaux sur la simple phrase lancée par une matrone aux yeux brillants d'envie. « Regardez, ce sont les salopes du château !» Marie tenta bien de faire avancer les chevaux, mais peine perdue. Pendus au guide, ils furent irrémédiablement immobilisés. Alors, avec une rage froide, elle s'écria. « Vous voulez une victime? Alors prenez-moi, mais laissez ma mère et ma sœur. Elles n'y sont pour rien. Moi seule et couchée avec un officier allemand. » Puis propulsant Philippe dans les bras de sa mère, elle se laissa emporter par la foule de ses villageois, qu'elle connaissait tous depuis sa naissance. Sous les regards horrifiés de Sophie et Léa, elle fut emportée, bousculée, frappée, puis en un tour de main, ornée d'une pancarte où était écrit « Je suis une pute », avant d'être traînée vers la place du village. Là, se tenait un barbier improvisé qui, un coup de chou à la main, tondait sans égard les boucles douces de ces femmes accusées d'avoir donné leur corps à des Allemands. La plupart protestaient, criaient, pleuraient, pauvres victimes d'outrages dont elles n'étaient pas responsables. Marie sentit un grand froid l'envahir. Sa bouche devint sèche. Elle crut que tout courage l'abandonnait. Comment pouvait-elle supporter tant d'infamie? Comment trouver la force de ne pas supplier ses bourreaux? Pourtant, serrant les dents, elle se libéra d'une bourrade et le menton levé, elle marcha seule vers l'infamant sort qui l'attendait, tandis que cris et insultes l'accompagnaient, mais qu'elle n'entendait plus. Son visage, aussi pâle que celui d'une morte, elle ne voyait plus rien, et seul le souvenir de Sven la portait. Tout à coup, quelques véhicules envahirent la place. Sur les flancs des camions et des tractions sombres, on pouvait lire 3 lettres, FFI. Les maquisards, armés et froids, jaillirent des véhicules acclamés par la foule. Le maire, son écharpe tricolore au côté, vint saluer le chef du petit groupe. Lorsque celui-ci, s'avisant du spectacle que leur arrivée avait interrompu, s'exclama « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Le maire, finalement pas très fier, maugréa que ce n'était pas l'affaire de la résistance. Lorsque, s'approchant de la jeune fille blonde et frêle, assise au centre de la place, sa pancarte autour du cou, un immense franc-tireur, un étrange revolver Luger au côté, arrachant l'infamant panonceau, son regard vert étincelant de rage. De l'autre main, il releva la jeune fille si pâle qu'il craignait qu'elle ne s'évanouisse, et la serra contre lui. Éperdue, elle se raccrocha à son bras. Comme au ralenti, il sortit son âme et la brandit, tandis qu'il lâchait d'une voix rauque, aussi froide que la mort. « Vous voici tous bien courageux de vous attaquer à des femmes. Pourquoi n'avez-vous pas eu celui de vous attaquer aux soldats allemands? Mais il est moins risqué de s'en prendre à des femmes désarmées, n'est-ce pas? À présent, vous allez le relâcher, tout de suite. » En quelques secondes, l'atmosphère avait changé. L'hostilité se lisait à présent sur tous les visages. Les FFI resserrèrent les rangs, inquiets tout à coup. Qu'allait-il se passer? Leur chef leva les bras,
en un geste d'apaisement. Cependant, la foule, une voix fusa. « Celle-là, sa fille du château, c'est une putain. Elle couchait avec un officier des Panzers. Tout le monde le sait. » Un instant, le chef croisa le regard glacé du Norvégien, priant afin que celui-ci ne s'écrie pas que cet officier était lui. Ils risquaient tous de se faire massacrer et que cette journée commençait avec tant d'espoir se termine dans un bain de sang. Pourtant, avant même que l'ancien officier puisse dire quoi que ce soit, des camions et des jeeps déboulèrent sur la petite place, cernant la foule. Les Alliés étaient là. Descendant d'une jeep, un homme en uniforme kaki arborant le grade de colonel s'avança vivement vers le centre de la placette, bousculant les gens sur son passage. Un murmure parcourut bientôt la foule, certains le reconnaissant, malgré les années écoulées. Alors, Marie releva la tête et reconnut son père. Le baron Philippe de Beaugency était de retour chez lui. Une vague de bonheur déferla en elle, tandis que des larmes qu'elle ne pouvait maîtriser coulaient sur son petit visage tendu et trop pâle. « Papa, oh papa, tu es revenu !» C'est seulement à ce moment-là que Philippe reconnut sa fille dans cette jeune fille blonde et hagarde. Il avait quitté une enfant et retrouvé une femme. « Marie !» s'exclama-t-il avec incrédulité, avant d'apercevoir la pancarte jetée sur le sol et dévisager avec non moins d'ébahissement l'immense FFI qui, avec une sorte de rage froide, faisait un rempart de son corps à la jeune fille. Il la tenait, un bras passé autour de sa taille fine, l'autre brandissant son arme. Il la serrait contre lui, comme si sa vie en dépendait. Et peut-être était-ce le cas. « Marie !» répéta Philippe avec stupéfaction, quand, tout à coup, une minuscule petite chose furieuse se jeta devant la foule en criant avec rage, ses petits poings fermés. « Faut pas taper ma maman, ni mon papa !» Aussitôt, Marie se baissa et s'empara de son fils, gesticulant. « Philippe, non, Philippe, fallait rester avec mamie !» Alors, le baron de Beaugency comprit que beaucoup plus de choses qu'il ne l'avait imaginé s'étaient déroulées en son absence. Sur un geste, les soldats firent refuler la foule, et bientôt la petite place fut vidée. Ne restèrent que les quelques résistants et les soldats anglais qui accompagnaient l'officier des renseignements, le colonel de Beaugency. Marie, frissonnante, se rapprocha à Sven, n'osant tout à coup pas croiser le regard de son père. Puis Léa, avec son inaliénable fraîcheur, sauta au cou de son père, même si, avec ses 14 ans, elle n'était plus une enfant et n'arborait plus ses longues tresses. En elle demeurait toute la spontanéité d'une petite fille. « Papa, papa, tu es enfin là !» Avec bonheur, Philippe retrouva sa petite Léa et put à nouveau embrasser sa femme, sa chère Sophie. Celle-ci, bouleversée de le revoir après tant d'années à l'espérer, craignait de s'évanouir d'émotion. Alors Léa, avec son naturel étourdissant, prit le petit Philippe dans ses bras et s'adressant à ce dernier, elle s'exclama « Regarde Philippe, papy est revenu !» Puis elle cria un youpi prodigieux tout en lançant l'enfant dans les airs, le faisant crier de bonheur. « Papy est revenu! Papy, papy !» Alors Marie s'approcha de son père en murmurant « Papa, je te présente Philippe, et voici Sven, son père. » En cette année 1944, la vie reprit ses droits. Peu à peu, les pays sous le joug nazi se libérèrent. Cependant, l'événement qui marqua cette fin d'année au sein de la famille de Beaugency fut célébré dans l'intimité de la chapelle du château. Le mariage attendu et inespéré de Marie et Sven. Marie aurait souhaité attendre le retour de son frère afin que celui-ci assiste à son union, mais son père avait simplement murmuré « Marie, le bonheur n'attend pas. Jean reviendra et nous serons à nouveau tous réunis comme avant. Mais aujourd'hui, il n'est pas important. Accepte simplement mon bras et laisse-moi te guider vers cet homme qui t'attend. Il a besoin de toi, plus que tu ne le crois. » C'est ainsi que Marie, le cœur battant à grands coups désordonnés, avait traversé la chapelle, sa petite main gantée de blanc posée sur le bras de son père, le visage tendu sous son voile diaphane, ne voyant que la haute silhouette là-bas, près de l'autel. Sur le banc étaient réunis tous les FFI, tous ces maquisards qui avaient vécu au jour le jour avec l'ancien commandant. Et, au premier rang, se trouvait Hans. Pour l'occasion, Marie avait revêtu la robe de mariée de sa mère, réajustée à ses mesures, et rehaussée de quelques fleurs amassées par Léa. Assise aux côtés de Hans, cette dernière tenait un teufel resplendissant avec son collier orné de tulle blanc et vaporeuse qui lui donnait l'air étrange d'une pâtisserie peu mangeable. Mais Marie ne voyait rien. Ses yeux bleus, presque noirs d'émotion, n'étaient fixés que sur la haute silhouette qui, aussi immobile qu'un roc, n'attendait qu'elle. Sven avait troqué son treillis de franc-tireur et son brassard tricolore contre l'uniforme bleu sombre des officiers de la marine de guerre norvégienne. C'était ce qu'il était avant que les nazis ne l'en dépouillent. Aujourd'hui, il reprenait sa vie.
Par cette belle matinée, les cloches du château de Beaugency volèrent joyeusement, transmettant leur message de paix et d'amour à travers toute la campagne. Le temps du bonheur revenait, laissant derrière lui celui des tempêtes. Et voilà, ce roman se termine, mais nous nous retrouvons encore pour le